La dernière fois où j'étais sur Dreux, c'était il y a 4 ans. Cet amour envers l'athlétisme, c'est donc une ville importante pour moi. Je me suis entraîné durant plusieurs années au sein d'un groupe d'athlètes ayant des ambitions de carrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner sur Dreux pour interviewer l'un de mes anciens coéquipiers, Ismaël Sadfi. Ismaël fait partie des athlètes dont on se souvient la présence, avec son sourire et son aura. J'ai gardé des souvenirs agréables de nos moments sur la piste et en dehors. Je voulais connaître son histoire, son passé, ses motivations, comment il s'est construit et surtout son retour à la compétition. Do you dare to look me right in the eyes, yeah. Oh, 'cause they will run you down, down to the door. Yeah, someday we'll run you down, down till you fall. And they will run you down, down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go, go, go. Ah, tu fais ça. C'est Comment parti. ça va Ismaël? Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va Yannick? Bah ça va, ça va. Écoute, moi franchement je suis content d'être là avec toi, Merci, de moi faire aussi. cette interview. Ça me fait plaisir qu'on soit là. Bah déjà, je veux savoir comment tu vas. Raconte-moi un peu comment tu vas. Très bien, écoute, très bien. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Ouais. Je suis fan de tes vidéos, j'ai vu plein de vidéos et donc je suis très ravi de pouvoir te consacrer cette interview. Merci, merci. Bah déjà, j'aimerais que tu nous racontes un peu qui t'es, que tu te présentes un peu, que tu dises d'où tu viens, ce que tu fais un peu dans la vie, toute ton histoire. Vas-y, raconte-nous tout. Il y a pas de souci. Je vais te faire une version moyenne, ni longue ni petite. Ismaël Sadfi, 25 ans, para-athlète depuis une dizaine d'années D'accord. et para-athlète de haut niveau depuis 5-6 ans, depuis 2014. Je suis aussi salarié au Crédit Agricole depuis 2 ans. Voilà. Je suis de nationalité italienne, ça fait maintenant bientôt 9 ans que je suis en France. D'accord. Je suis arrivé en septembre 2011, licencié toujours au DAC Athletic Club depuis 2011. Ça a toujours été le seul club où j'ai été licencié en France. Et donc j'ai grandi en Italie, j'ai fait toute ma jeunesse et ma scolarité en Italie jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis pour diverses raisons, j'ai dû venir en France. J'ai aussi, mes parents aussi des origines maghrébins. D'accord. Donc triple culture en moi. C'est un parcours très atypique. Les gens me disent toujours qu'ils ne comprennent pas comment je fais pour me débrouiller en français avec aussi peu de temps, mais c'est comme ça, c'est la force de s'adapter aux différentes cultures. D'accord. Tu disais, tu as des zones maghrébines, mais de quel coin? Maroc, mes parents ils sont de Casa, D'accord. Casablanca, donc ils sont d'origine marocaine. Ils sont venus en Italie fin des années 90, D'accord. où après ils sont installés, comme beaucoup de personnes de cette région. Et puis je t'ai dit, on a passé toute notre jeunesse là-bas, ma scolarité, moi et mes 2 frères. Et puis on est venu en France après la crise de 2008. D'accord. Donc on est venu en France en 2011 exactement. Ça a été un moment aussi compliqué parce que quand tu changes de pays à 16 ans, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je suis fier des choix qu'ils ont fait mes parents. D'accord. Et tu peux nous dire pour quelle raison vous êtes parti de Casa pour l'Italie? Bah déjà, moi, mes parents ils sont partis à cause de mon handicap. D'accord. Parce que je suis paralysé, je suis paralysé au niveau de mon bras droit depuis mon jeune âge. Donc ils sont venus en Italie pour effectuer mes soins, mes D'accord. premiers soins. Et puis après ils se sont installés là-bas parce que c'était beaucoup plus simple. Mes parents au Maroc, ils étaient dans une situation aussi financière assez compliquée. Donc c'était pas simple, Yannick. Et donc ils sont venus, ils se sont installés en Italie. Il y avait déjà de la famille sur place, notamment Ouais. mon oncle. Et puis après ils se sont installés, on est resté là-bas chez 16 ans.
Et puis pour d'autres encore raisons, comme chez les financiers, on a décidé de venir, mon père il a décidé de venir ici en France, à Dreux, où on s'est installé et puis on s'est réadapté aussi. D'accord. Et comment ça a été la vie là-bas en Italie, pendant que tu étais là-bas? C'est normal, c'est la même culture française à peu près. Ouais. Après c'est une culture européenne, hein. C'est une culture européenne, il n'y a pas énormément de différences, il y a des détails, mais c'est pas non plus, ça n'a pas été un choc culturel passer de l'Italie à la France. D'accord. Après, moi, à l'Italie, je dois beaucoup. C'est là où j'ai grandi. C'est un pays qui a énormément donné à moi et ma famille. Donc, je n'oublierai pas tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et c'est là-bas où j'ai commencé mes premiers pas d'athlétisme à l'âge de 13 ans. Donc j'ai dit, c'est là où tout a débuté, le parcours qui m'a amené jusque-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de courir aussi et de représenter les couleurs de l'Italie. Parce que je lui dois des choses en retour à ce pays. D'accord. Et du coup tu as commencé à quel âge l'athlétisme? 13 ans. 13 ans, j'ai commencé. L'athlé, moi je suis arrivé par hasard, hein, comme beaucoup de monde. Hein. Je suis arrivé par hasard parce que moi c'était foot. Mon grand frère Ayoub, il était un très bon footballeur, donc tout le monde de la famille après veut être footballeur. Mais bon, après tu sais très bien, quand tu es paralysé, faire du foot, c'est pas simple. Donc j'en ai quand même fait, mais bon, je m'entraînais plus que les autres et ils m'ont bien fait comprendre à la fin de l'année que c'était difficile de jouer. D'accord. Et puis un jour j'ai rencontré une personne que je connaissais vaguement, qui courait, et puis on a commencé à parler d'athlétisme, et puis un jour il m'a amené au stade et j'ai commencé à m'entraîner, à faire du loisir. À 13 ans tu fais du loisir, tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine, et j'ai commencé vraiment à faire de l'athlétisme. Ça a été un loisir au début. D'accord. Et du coup c'est quoi le premier souvenir? Raconte-moi, c'est quoi la première épreuve que tu as faite? Ça a été 300 mètres. T'as fait du 300 mètres? Ouais, la première épreuve. D'accord, ok. Ça a été en minime. En minime? Ouais, ok. je devais avoir 14 ans. Parce qu'à première année, je ne m'entraînais pas beaucoup, donc le coach ne voulait pas me faire de compète. Mais donc 300 mètres, j'arrive, et puis mes parents ils étaient là. Hein. C'était les peu de compètes où mes parents ils étaient là. Et puis ça a été dur en 300 mètres, je ne m'entraînais pas beaucoup à l'époque. J'étais nul à l'époque, hein. J'étais très très nul. Et en plus je courais avec des valides. Et ça a été dur. C'était un 300 mètres où, à la sortie du virage, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver au bout. mais ça reste Yannick des souvenirs inoubliables, parce que ça reste gravé dans ma mémoire. Et je t'ai dit, mes parents ils étaient là. J'avais fini 5e je crois de la course, 5e ou 6e. Bon, il y avait 2-3 séries, c'était pas non plus un niveau très élevé, c'était un niveau régional. Mais c'est les souvenirs qui te marquent. Comme mon premier souvenir, comme je suis arrivé à Dreux. Premier jour où je suis arrivé au DAC, ça restera toujours gravé dans ma mémoire. Parce que je suis arrivé sur un stade où il y avait énormément de champions à l'époque, en 2011. Je peux t'en citer, Ablo, Sorna Gallet, t'en faisais partie, et tant d'autres athlètes. Et le fait de voir tous ces champions s'entraîner, tous ces champions être au max pour réaliser leurs rêves, ça m'a boosté. Ça m'a boosté. Et c'est peut-être grâce à ça que je pense honnêtement que si je ne serais pas arrivé au DAC, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. C'est cool. Et parce que tu es arrivé à l'âge de 16 ans? 16 ans, 16 ans. 16 ans, tout à Et fait. du coup, c'est là où tu as commencé au DAC? Tout à fait. D'accord. Et c'est quoi la première année? Comment ça s'est passé? La première année très compliquée. Moi, j'arrive à 16 ans, tu sais pas parler à moi en français, Yannick. Tu te rappelles, j'étais là, hein. On se parlait avec la langue des signes limite. Mais c'était une année compliquée parce que je parlais pas français, parce qu'il fallait s'adapter à l'école. Mes parents ils sont arrivés aussi dans une situation financière qui n'était pas simple. Donc à 16 ans, l'athlète n'était pas ma priorité. Je venais, tu vois, par rapport à d'autres athlètes, je m'entraînais peut-être 1-2 fois par semaine. Et puis je t'ai dit, ça a été une première année compliquée où l'athlète n'était pas au centre du projet, n'était pas ma priorité. Mais après, j'ai fait la rencontre de ce grand monsieur qui a changé un peu ma vie, Hervé Bouffinier, parce que il m'a permis de comprendre quel était l'intérêt de venir sur le stade. D'accord. Et ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as fait ta première année, la deuxième année, c'est à partir de quel moment où tu as commencé à faire des performances ou qui t'ont amené au championnat de France?
Bien à des sûr. championnats internationaux? J'ai commencé, je peux te dire, ma première année, ça a été 2016, non, 2017. Non, je te raconte de bêtises. 2011, 2012, 2013, ouais, 2014. D'accord. Non, 2013. 2013, Hervé il me parle de. Donc, le coach, il me parle de ce projet Andy, Ouais. paralympique. Je suis pas emballé au début, honnêtement, hein, parce qu'on a toujours cette vision du monde paralympique qui était négatif, et je l'avais aussi, hein. Mais bon, il m'encourage, et je commence à me renseigner sur le projet, et puis il m'intéresse. Et donc cette année-là, je m'entraîne, c'était pas sérieux non plus, hein. Je m'entraînais peut-être 2-3 fois par semaine aussi, et je vais au championnat de France à Saint-Cyr-sur-Loire, à côté de Tours, et je cours avec les espoirs, et je réalise quand même une médaille de bronze sur 100 mètres. D'accord. Donc une troisième place champion de France espoir, comme je t'ai dit, sur 100 mètres. Et sur le voyage de retour où je prends conscience que peut-être il y a des choses à faire. Et après en 2014, je change tout et je m'entraîne beaucoup plus sérieusement. D'accord. Et c'est cette année-là en fait. Et c'est à partir de 2014 où tu as commencé Ouais, à faire une carrière internationale? Ouais. Non, 2014 où j'ai commencé à faire une carrière à haut niveau, entre guillemets, national. Ouais. 2014, je gagne. Je suis double champion de France à Fontenay-le-Comte, ouais, tout à fait. Ah, bravo. Espoir, chez les Espoirs, Ouais, chez les espoirs. sur 100 et 200 mètres. Cette année-là, c'était peut-être trop tôt pour être déjà international ou champion d'Europe, parce que j'avais pas les minima, tout simplement. Et puis par contre, c'est là où, entre guillemets, ma carrière prend un élan, où je passe du loisir, où je passe d'un sport loisir à un sport de haut niveau. Et puis à partir de 2014, où je m'entraînais déjà 4-5 fois par semaine, je passe en 2015 où là je m'entraîne 6-7 jusqu'à 10 fois par semaine. D'accord. Et d'accord, ok, c'est intéressant parce que moi, ce que j'avais par rapport à moi, je te connais un peu plus, Bien sûr. un peu plus. Et c'est vrai que ça, depuis qu'on se connaît depuis 2011 à peu près, c'est vrai que ça a toujours été, t'as toujours chaque année, tu as progressé en fait. Bien sûr, bien sûr. Et quand tu as commencé vraiment à porter les maillots d'Italie, c'était quoi? C'était en 2015-2016? 2016, je le porte officiellement au championnat Ouais. d'Europe à Grosseto, mais 2016, c'est l'année où je m'entraîne le plus. Je m'entraîne D'accord. le plus, c'est ma première année de fac. Je m'entraîne quasiment 9 fois par semaine, Ouais. c'est-à-dire 7 sur 7, et puis le week-end, je doublais. Et c'était l'année où vraiment, je t'explique, Yannick. En 2015, c'est ma première année de fac, je suis à Évreux. Je sors d'un double titre de champion. Non, je sors d'un 2014, le double titre de champion de France. Et donc avec Hervé, je me suis dit, on va tenter la qualification champion du monde à Doha. Ouais. Ok. Sauf qu'en 2015, je fais pas tout ce qu'il faut. Je fais pas tout ce qu'il faut. Je m'entraîne pas sérieusement. Je suis à Évreux, c'est ma première année de fac. En termes de nutrition, j'étais pas très concentré. Je faisais pas les choses qu'il faut. Donc 2015, je vais pas au championnat du monde à Doha. Mais pour moi, c'était une déception, bien sûr. Mais je m'en voulais pas parce que je savais que j'avais pas fait les efforts. D'accord. Sauf que l'été de 2015, je me rends compte, je suis assis chez moi, je me rends compte, je me dis que tous les jeunes qui avaient grandi avec moi, ils étaient tous devenus internationaux. Ouais. Sorna, bon, beaucoup plus tôt, Melia, Rivi, les athlètes avec qui je faisais les championnats de France paralympiques, ils étaient tous en équipe de France. Les jeunes que je connaissais en équipe d'Italie, en championnat d'Italie, que j'avais croisés à droite à gauche dans des meetings, notamment à Talence ou à Paris, ils étaient devenus internationaux. Et moi, je ne l'étais pas encore. Ouais. Donc honnêtement, dans ma tête, je dirais pas que c'était pas une question de vie ou de mort, mais Yannick, comment je peux te dire, c'était devenu une priorité. Ouais. C'était devenu, être international, ça mangeait la tête. Je pensais à ça toute la journée. Toute la journée, toute la je devais journée. être international. D'accord. En 2016, quoi qu'il en coûte, Yannick, je devais être international. D'accord. Donc ça, c'était au début de l'année? Au début de l'année. Parce que c'est cette année où tu as fait ta première Ouais. sélection. C'était le l'année. championnat d'Europe à Grosseto. Je fais les championnats d'Europe à Grosseto avec l'équipe d'Italie. Mais l'année, cette année-là, 2016, c'était mon année de référence. Et c'est l'année que je n'oublierai jamais. Parce que j'ai fait des efforts que, encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me réveillais à 5h du matin pour prendre le car, pour aller à la fac. Je rentrais, je m'entraînais, je rentrais à 22h. Pas de week-end, pas de vacances parce que j'étais en stage en compétition. D'ailleurs, on était pas mal de fois ensemble à Reims, à Palamos en Espagne.
Et donc j'ai fait une année incroyable. Et bilan de compte, j'en suis satisfait parce qu'en salle, je gagne chez les élites. Mon double titre champion de France à Aubière. 60-200. 60-200. Je bats mes records. Au meeting de Talence au mois de mai, je réalise 23-44. Ouais. Donc minima pour les championnats d'Europe. Qui est ton record? Qui est mon record, tout à fait. Et puis je vais au championnat d'Europe, je suis sélectionné au championnat d'Europe. Je fais 5e au 200 mètres. Ouais. Donc en finale. Tu fais 23-62, c'est ça? 23-62, tout à fait, Yannick. Et puis le lendemain sur 100 mètres, le DTN il avait choisi de me faire 200 100 et le relais 4 x 100. Ouais. Sur 5 jours, ça faisait beaucoup pour une première sélection. Et donc le lendemain sur 100 mètres, je sors en série malheureusement. Mais parce que j'étais très fatigué, j'avais fait les 2 courses demi-finale et finale la veille. Et donc j'étais très fatigué. Mais en fin de compte, après je gagne une médaille de bronze au championnat d'Europe. À 21 ans, c'est exceptionnel. Parce que là, tu parlais d'une médaille de bronze, mais c'était quoi? C'était avec le 4 x 100? C'était 4 x 100, ouais, avec le relais. Ouais, avec le relais. J'aimerais que tu me racontes un peu, tu vois, vous étiez 4, tu vois. Toi, tu étais en deuxième, donc tu faisais la droite. Ouais, je faisais la ligne droite, ouais, la ligne droite opposée. Tout à fait. Comment ça s'est passé dans ta tête tu t'es dit, genre, parce qu'il y a quoi? Il y a eu série finale ou juste la finale? Non, on a eu juste la finale. D'accord. On a eu juste la finale, tout à fait. Écoute. Et comment ça s'est passé? Genre quelques jours avant, tu t'es dit quoi dans ta tête? Parce que t'es un gars avec un mental super solide. Bien sûr. Comment t'as abordé ça? Mais je vais te dire la vérité. Je suis un gars avec un bon mental, je pense. Ouais. Mais ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. C'était un jour infernal. Ah ouais? Parce que le soir, le DTN nous avait bien fait comprendre qu'il fallait qu'on gagne une médaille. Ouais. Et la pression, elle est montée. D'accord. Elle est montée. Moi, j'étais venu, c'était mes premiers championnats, je ne m'attendais pas à gagner une médaille. Et le soir, j'étais dans la chambre avec des 3 relayeurs et puis on parlait que de ça. Ouais. Eux, ils avaient beaucoup d'expérience, ils avaient fait les championnats du monde à Doha, ils avaient fait les Jeux. Moi, j'arrive, je suis tout jeune, 21 ans, je sors de Dreux, je sors de la campagne. J'arrive dans un grand championnat, on me dit de gagner une médaille, il faut gagner une médaille. Parce que le DTN, il a dit il faut gagner la médaille. C'était compliqué. Et donc, toute la journée, le matin, j'étais au petit-déj. Tu pensais à ça? Ah, t'étais comme ça? Ah, j'étais comme ça. Je parlais pas. J'arrivais à l'échauffement, les gens me disaient mais qu'est-ce que t'as, Ismaël? J'étais tout plat. T'étais concentré dans ton... Bien sûr, et j'étais le plus rapide des 4 relayeurs. Donc je savais que c'était moi qui devais faire la différence. D'accord. Et je t'ai dit, pendant tout le trajet de l'hôtel au stade, ça tournait. Et si je le fais tomber, et si je pars avant, et si je pars après, et si ça passe pas, ça a été un calvaire. À l'échauffement, j'ai fait que ça. Et quand je faisais, et à l'échauffement, je me rappelle toujours le DTN, on fait 2-3 passages, il vient me voir, le coach de sprint plutôt, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que t'as, Ismaël? Il y a 4 jours, c'est notre personne, c'est pas la même personne. Il voit de mon regard, c'est la peur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de faire de l'athlète, d'aller en piste, j'ai eu peur. Et puis les chambres d'appel, je t'ai dit, ça a été un calvaire, honnêtement. Ça a été un calvaire parce que chambre d'appel, il y avait les Russes, il y avait les Allemands, on se regardait. Et puis comme je t'ai dit, ça a été dur. Pendant toute cette période-là, j'étais fort, mais j'avais de la peur. Honnêtement, j'avais de la peur. Et puis je te raconte pas, une fois que je suis rentré sur le stade, j'étais comme ça. D'accord. Et quand je crois il s'appelle Alessandro Labarbera. Quand il te l'a passé ici, comment tu as fait pour dépasser tout ça? Parce que moi j'ai vu la course, tu vois. Ouais, tout à fait. Quand il me l'a passé, quand je récupérais le relais, déjà lui il arrivait beaucoup plus rapide qu'en entraînement. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est beaucoup plus rapide, qu'est-ce qu'il lui prend? Et c'est pour ça qu'il est tombé derrière. Et je le récupère, et quand je le récupère, tout part. D'accord. Tout part, j'ai plus de peur. Là, je pars dans un autre rythme, je retrouve les jambes, ça va beaucoup plus vite. Et puis je savais qu'avec l'autre athlète, Emanuele Di Marino, ça allait bien se passer parce qu'à l'entraînement, ça s'est toujours bien passé. Je lui ai donné le témoin, ça s'est bien passé. Mais quand j'ai vu qu'on était 3e, la libération. Mais la libération. Et je t'ai dit, le temps que je fasse les 250 mètres, pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie. D'accord. Parce qu'on était, je t'ai dit, à 21 ans, je suis médaillé. D'accord, super. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, il y a une question.
Ça n'a rien à voir, Ouais, mais dis-moi. je sais que tu as rencontré Maïdine. Maïdine, ouais. Tu lui as dit quoi? Non, Maïdine, écoute, on a eu l'occasion de parler très rapidement, hein. Parce que tu lui as dit quoi ça? Déjà, je lui ai dit que j'étais un grand fan, Ouais. parce que je suis un grand fan de Maïdine Mekissi, même si on ne fait pas la même discipline. Et je lui ai dit déjà, je l'ai encouragé pour les Jeux Olympiques de Rio, Ouais. parce que c'était l'année 2016. Et il m'a dit la même chose, il m'a dit bon courage pour les Jeux. Et il m'a dit une phrase qui trotte un peu dans ma tête. On a parlé très rapidement, il m'a dit Ismaël, pour être dur sur la piste, il faut avoir des conditions dures dans la vie. D'accord. Et ça m'a trotté dans la tête. D'accord. Et avec du recul, c'est pas faux. Parce que depuis quelque temps, je me rends compte que depuis que je travaille, depuis que tout se passe bien aussi dans ma vie personnelle, j'ai pas ce petit truc en plus. Je l'ai oublié. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir oublié. D'accord. Parce que les conditions sont beaucoup plus simples. Alors qu'avant, peut-être qu'avec toutes mes conditions et mon parcours difficile, j'avais toujours un truc à prouver. Je me devais de prouver aux gens. Ouais. Et Non, c'est différent. c'est pas différent. Mais maintenant, ça commence à revenir ce petit truc. Un gars, Parce que pendant ces 2 ans, j'étais beaucoup critiqué. Ouais. Les gens disaient que j'étais fini, que j'étais mort. Puis, mon entourage, même le plus proche, ils m'ont dit que j'allais jamais revenir. Et donc ça a réveillé la personne que j'étais en moi. D'accord. Ça a réveillé ce petit truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens, on aura le temps d'en parler, je pense. Je reviens à la compétition aussi pour ces raisons-là. Parce que je pense d'avoir retrouvé ce petit truc que j'avais perdu. Ok. Et donc, Cela fait des années que je connais Ismaël. Son talent pour l'athlétisme est une chance. Mais la vie n'a pas été clémente avec lui. Elle lui a laissé cette marque sur son corps, sur son esprit. Je me suis toujours demandé comment il vivait cela. Le regard des autres. Parfois, je pouvais sentir son regard sur lui. C'est un sujet qu'il n'évoque jamais. Je voulais savoir comment il s'est construit, comment il a grandi avec ça, comment il est devenu cet homme d'aujourd'hui. Tu sais, c'est un sujet que j'ai jamais évoqué. ouais. Tu vois. Peut-être, ça fait 10 ans, peut-être j'en ai jamais parlé à personne. Et comment. Tu sais, Yannick, ça n'a jamais été aussi simple, hein. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens me voient avec le sourire, je rigole, je suis une personne souriante, mais ça n'a pas toujours été simple. Mon handicap, il m'a construit, j'ai grandi avec ça. Ça n'a pas toujours été simple. Tu sais, quand tu as une cicatrice, tu es marqué comme ça, et tu es jeune, c'est dur. Encore quand tu grandis, là ça va beaucoup mieux. J'ai grandi avec ça. Mais quand tu es jeune, c'est dur, le regard des autres, les critiques, les petits trucs. Ça m'a fait mal. T'en as beaucoup souffert. De malade, Yannick. Et De malade. c'était quoi le rôle de ta famille dans tout ça? Ma famille s'est beaucoup battue pour ça. D'accord. Mon Super. grand frère Ayoub, mes parents ont toujours essayé toujours de me couvrir, de me faire sentir comme les autres. Mais je t'ai dit, c'est pas évident parce que quand tu es jeune, tu as 12-13 ans, c'est dur à avaler, Yannick. Ouais. Tu marches et on te regarde tout le temps. On ne te regarde pas parce que tu t'appelles Ismaël, pas parce que tu es beau, pas parce que tu es champion d'Europe, mais on te regarde parce que tu as cet handicap. Et je t'ai dit, j'en ai souffert. Et ma famille, ils ont essayé de me protéger. Il y a des moments où j'évitais de leur montrer ma tristesse. Tu vois, mes parents, ils avaient déjà leurs soucis, problèmes d'argent, problèmes avec mes frères. Et ma mère, elle avait déjà un fardeau, tu vois, par rapport à ça. Je voulais pas en lui en donner plus. Donc j'évitais de pleurer devant elle, de montrer que j'étais triste. Mais j'en ai souffert. J'en ai souffert. Et ça m'arrive encore aujourd'hui de pleurer, mais pas devant la famille. Des fois, je prends la voiture, je vais loin. J'ai besoin de me lâcher des fois. J'ai besoin de me lâcher. Mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Pour les gens, ils te voient, ils te critiquent. On regarde la cicatrice qu'il a, on regarde le bras qu'il a. C'est simple. Mais pour eux, c'est des mots. Mais toi, quand tu es jeune, reste. ça reste là. Et si tu n'es pas fort, moi j'étais fort parce que ma famille m'a aidé aussi. Mais si tu n'es pas fort, Yannick,
ça peut jouer à l'intérieur de toi. Mais du coup, c'est tout ça qui t'a construit, toi. Bien sûr, c'est ça qui m'a donné cette force de me battre. Cette force de m'entraîner 10 fois par semaine, 12 fois par semaine. Parce que je me suis toujours dit, il faut que je montre aux autres que c'est pas parce que la vie elle a été dure avec moi, la vie n'a pas été clémente avec moi. Mon parcours de vie, mon handicap, mon parcours tout simplement avec ma famille, mes problèmes financiers. Mais ça m'a forgé. Et je remercie aussi le Seigneur de m'avoir... C'est peut-être paradoxal ce que je vais te dire, Yannick, mais je remercie Dieu de m'avoir donné cet handicap. Parce que je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Et du coup, tu as fait preuve de résilience, tu as transformé ça en quelque chose de plus grand et tout. C'est intéressant. Force. Et tu es obligé. Bah, non, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis et tout. Parce que ouais, c'est très intéressant. Ça fait un peu écho et résonance et tout. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as monté une équipe un peu. Bien sûr. Parle-moi un peu de ça. Vas-y, dis-moi. Tout à fait, Yannick. De toute façon, tu l'as suivi un peu sur les réseaux sociaux. Après, vu, ouais. Après 2016, où... Tu te filmes et tout, en train de... Ouais, tu vois. Après 2016, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais pas de soutien qu'il fallait. Ok. C'était mon plus grand regret parce que je vais pas à Rio avec le relais 4x100, mais ça, il n'y a que là-haut qui savent pourquoi je n'ai jamais été, parce qu'on était qualifié. Mais bon, ça aussi, ça reste une cicatrice à l'intérieur de moi parce que c'est pas simple. Mais 2016, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais pas de soutien qu'il faut. Je rentre en France et je me rends compte que tout le travail que j'ai fait, tout le travail que j'ai fourni n'était pas suffisant auprès des partenaires, de la ville, de tout le monde. Et je me suis dit, est-ce qu'à 21 ans, j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis, les études c'était compliqué. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question que je me suis posée. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Et puis là, j'ai décidé de revenir parce que pour toutes les raisons que je t'ai dit, j'ai quelques regrets. Je pense que j'ai aussi autre chose à démontrer. J'ai 25 ans, je peux encore, je pense, courir à très haut niveau encore pendant 4-5 ans. Mais par contre, je ne voulais pas repartir comme avant. Avant, c'est moi qui m'occupais de tout, moi et Hervé. Hervé faisait les séances, moi je m'entraînais, mais il fallait tout s'occuper. De la logistique, de la com, de la gestion des meetings. Et je me suis dit, j'ai 25 ans, je travaille en plus actuellement, je ne peux pas faire tout. Et là, je travaille à la Banque du Crédit Agricole. Tout à fait, là je suis salarié Crédit Agricole, ouais. À Vernouillet. À Vernouillet, à Vernouillet, ouais. Et du coup, tu as le soutien du Crédit Agricole. Bien sûr, ouais. Donc là, le Crédit Agricole, il me suit sur ce nouveau projet. Super. Et donc je les remercierai jamais assez parce que c'est pas évident de suivre un athlète qui a été en arrêt pendant 2 ans. Mais je pense qu'ils ont compris l'intérêt du projet, ils ont vu ma motivation. Et je les remercie. Je les remercie de me suivre sur ce projet, comme je remercie tous les autres partenaires, les boulangeries Mélissa, la ville de Dreux, et puis d'autres partenaires qui vont nous suivre sur ce projet-là, bien sûr. Parce que là aujourd'hui, on est à Dreux, bien sûr, dans ta ville. Et dans ton équipe, tu as Michel Guérin, ancien athlète du demi-fond de haut niveau sur 5000 mètres. Mohamed Djedjeli, donc, qui est aussi un ancien athlète, mais qui aujourd'hui est mon manager. C'est lui qui s'occupe d'organiser toute la partie managériale, les meetings, les compétitions, les stages. Et puis Théo Thuyer, donc athlète, ton partenaire mon partenaire d'entraînement qui m'a beaucoup aidé pendant mon parcours, parce qu'il y a des moments compliqués aussi quand j'ai essayé de revenir, parce que je pesais 88 kg, c'est pas évident non plus. Il a été là. Et puis Hervé Bouffinet. Hervé, ton entraîneur. Hervé Bouffinet, mon entraîneur, tout à fait. Qui a toujours été mon entraîneur. Super. Bah écoute, j'ai une petite surprise. Ok. Ils ont des mots pour toi. Ok. Donc, parfait. J'ai un iPad où je vais te montrer ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de souci pour toi. Non, vas-y, viens. T'inquiète, tu peux. Donc là, c'est moi à la fin. Ouais. Attends. Je vais te montrer. Regarde. Attends. Salut Ismaël, bah écoute, c'est moi, c'est Michel. Je sais que voilà, tu prépares un très très gros objectif.
Donc, bah écoute, moi je pense que tu as toutes les qualités requises. Hein, tu as l'envie, tu as la détermination, tu nous l'as montré par le passé. Et là, vraiment, tu as vraiment une envie de revenir. Moi, je te souhaite vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite bonne chance, bon courage. Et je sais qu'on te reverra prochainement au haut niveau. Ismaël, bonne chance et bon courage, mon frère. On est tous avec toi. Bye bye. Donc Ismaël Sossi, je l'ai connu en 2014. Donc on était camarades de classe à l'unité de Vreux, je me rappelle. Voilà, donc il m'a beaucoup aidé au début en fait. J'avais des problèmes d'intégration, il a toujours été là pour moi, surtout au début. Et depuis ce temps-là, on est devenus des amis, même limite là, on est des frères. Donc pour moi, c'est un frère, il m'a toujours aidé, il a toujours été là pour moi. Donc voilà, je voudrais bien te remercier Ismaël et je souhaite vraiment bon courage dans ta carrière et je sais que tu es vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un d'ambitieux et tu peux le faire. Tu peux revenir encore plus fort qu'avant. Donc voilà, reste motivé, reste courageux, reste ambitieux et je sais que tu peux le faire. Donc voilà, je te souhaite bon courage. Et bonne chance, frère. Coucou Ismaël, coucou tout le monde. Donc un petit message de soutien à toi. C'est vrai que ces années n'ont pas été faciles pour toi. Tu t'es battu et aujourd'hui, voilà, tu as un objectif, des championnats internationaux et surtout les Jeux Olympiques. Et moi, je sais que tu vas y arriver. Je t'ai connu combattant, un vrai lion sur la piste et tu vas y arriver. Ça, c'est sûr. La règle des 3 T, talent, travail et temps. Et tu vas y arriver. Je suis fier de toi, mon frère. Je t'embrasse fort et à bientôt. À la télé. Bisous. Je pense que Smaïn est un exemple pour beaucoup de sportifs, un exemple de motivation, un exemple d'encouragement, un exemple de persévérance. Après une très belle saison faite en 2016, il a mis un petit peu sa carrière sportive en stand-by en 2017-2018 et là il revient de plus belle avec des objectifs qui sont très intéressants, notamment en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc il incarne celui qui croit en son rêve, en ses objectifs. Et nous, on est derrière lui, toute l'équipe, à le motiver, à croire en lui, à croire en son rêve. Et j'ai envie de dire à Smaïn, Paris, c'est à 75 km de Dreux, donc tu as 4 ans pour y arriver. Je pense que même à 1 km heure par jour, tu vas y arriver et tu y seras. Et on est là à t'encourager, on croit en toi, Smaïn. À bientôt et j'espère que tu seras encore plus fort que ce que tu es déjà. Ismaël, c'est un mec qui est comme ça. C'est un gars sérieux, motivé, qui a envie de réussir. Donc il se donne à fond pour atteindre ses objectifs. Donc je lui souhaite avec tout mon cœur la réussite et qu'il atteigne ses objectifs et ses rêves. Donc voilà mon frère, on est tous avec toi. Je te souhaite bon courage, je te dis à bientôt et rendez-vous pour les Jeux. Ça va arriver vite, donc prépare-toi bien parce que je compte sur toi et je veux que tu donnes tout et que tu lâches rien. N'oublie surtout pas tout ce que tu as donné pour en arriver là. Donc on est tous avec toi mon frère. Bon courage. Bonjour Ismaël, c'est Romain, je t'apporte une vidéo de soutien pour ton projet 2021 ou alors Paris 2024. Tu sais, tu t'es construit dans le passé en tant qu'athlète de haut niveau, mais tu es toujours présent en tant qu'athlète de haut niveau. Tu as simplement fait des choix professionnels qui t'ont amené à avoir une autre orientation. Tu as compris que le sport de haut niveau n'allait peut-être pas tout apporter et qu'il fallait assurer une carrière professionnelle. Ça, c'est tout à ton honneur. Et dans le futur, tu seras un sportif de haut niveau parce que tu as une détermination sans faille qui va t'apporter à tes objectifs. Tu es bien encadré et tu as désormais une très bonne hygiène de vie. Et puis je sais que mentalement tu vas pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve. Derrière moi j'ai 2 tableaux. J'ai Mohamed Ali qui correspond en noir et blanc au passé. Et j'ai la couleur désormais qui dit A New Hope. C'est un nouvel espoir. Et c'est ce qui pour moi te caractérise le plus. Et je suis sûr que tu y arriveras. En tout cas, je suis derrière toi. Ismaël. Ismaël, c'est l'une des rares personnes que j'ai connues dans ma vie à qui je peux faire 100% confiance.
c'est une personne qui est entière, c'est une personne qui est sincère. Ismaël, c'est une boule d'énergie. Et cette boule d'énergie, en fait, il te la transmet. Il te transmet toute son énergie. Et des fois, malheureusement, lui, il va pas en avoir assez pour lui, mais c'est pas grave parce qu'il t'a tout donné. Et à partir du moment où toi, t'es content, et lui, il est content. C'est ce genre d'ami qu'est Ismaël. Ismaël, c'est une personne en or. C'est une personne que tout le monde devrait avoir dans sa vie. Malgré qu'il a 5% en humour. Il est pas très drôle. Mais Ismaël, c'est un champion. Pour ma part, Ismaël, c'est un champion. Il a il a des projets énormes. Il a beaucoup d'ambition. C'est un modèle. Sincèrement, c'est un modèle pour moi. Et je l'encourage énormément dans son projet. Donc, surprise, on m'a demandé de parler un petit peu de toi. Donc, Ismaël, il y a presque 10 ans, il est arrivé un jour sur le stade, à la Grande Porte. Comme je dis à Fabiola, je pourrais marquer d'une croix, en fin de compte, l'endroit où la première fois on s'est rencontrés. Et Ismaël, donc, est arrivé en parlant un petit peu français, un petit peu pas trop français, en me demandant de l'entraîner. Et depuis, en fin de compte, ce jour-là, donc l'histoire a commencé. Elle a eu des hauts, beaucoup de titres de champion de France. Elle a eu des bas, beaucoup de McDo, beaucoup de titres de champion de France aussi au McDo. Et il y a 2 ans, quand il a dit qu'il voulait revenir, qu'il voulait recommencer, alors qu'il était en surpoids total de 15 kilos, je me suis quand même posé la question, je lui ai dit, je verrai. Je verrai si effectivement il a le courage, parce que perdre du poids, c'est la chose la plus difficile que l'on peut faire. Aujourd'hui, il y est presque arrivé. Il a réussi à retrouver un poids digne d'un athlète qui veut ambitionner d'aller aux Jeux Olympiques, le Graal de tout athlète. Alors les qualités d'Ismaël, on peut dire que c'est de la ténacité, parce qu'il revient de loin. C'est aussi un sens du partage, une reconnaissance, un don de pouvoir se tourner vers les autres. Et justement, c'est ce que je peux lui reprocher aussi, de ne pas assez penser à lui. Parce que quand on a la volonté d'aller au jeu, d'ambitionner, de faire une carrière de haut niveau, il faut être individualiste. Comme j'ai déjà pu lui dire, comme j'ai déjà pu te dire. Penser à soi avant de penser aux autres, ça c'est une qualité indispensable quand on est du côté de la piste, quand on passe de l'autre côté de la barrière. Effectivement, penser aux autres c'est important. Rigoler à la façon de Scooby-Doo. Alors c'est pas une moquerie de dire Scooby-Doo, parce que Scooby-Doo c'était le dessin animé favori quand j'étais jeune, mais donc ce rire si particulier d'Ismaël, c'est Scooby-Doo. Donc je souhaite qu'Ismaël, avec toutes ses qualités de ténacité, d'envie, de volonté, puisse effectivement avoir, je dirais la chance, mais j'y crois pas trop. C'est pas de la chance, c'est à partir du moment où il y a du travail, les capacités en fin de compte de voir ses rêves se réalisent. Donc Ismaël, à toi de mettre tout en œuvre, d'être le moteur en fin de compte de cette aventure, et automatiquement, à 200%, à 300%, à 1000%, on te suivra, et on te poussera à essayer d'être à Tokyo l'année prochaine, à Paris en 2024, et de réaliser en fin de compte le rêve de ta vie, avant de continuer à t'épanouir. Ouais, Non, c'est touchant. De les avoir vus. Ouais, parce que j'ai dit, ces personnes-là sont très importantes pour moi. Hervé notamment, pour moi c'est comme un deuxième père. Parce que même dans 10, 15, 20 ans, je ne pourrai jamais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a pris un gamin de 16 ans avec toutes ses lacunes, toutes ses difficultés, toutes ses faiblesses. Il l'a amené là où personne, et moi-même, Yannick, je te parle vraiment du fond du cœur, j'aurais jamais cru pouvoir y arriver. Et j'espère de pouvoir lui offrir le plus beau des cadeaux, l'amener au jeu avec moi, parce qu'il le mérite. C'est une personne formidable qui consacre du temps de façon bénévole. Et je t'ai dit, c'est un deuxième père parce qu'il m'a guidé au-delà de l'aspect sportif, il m'a guidé sur plein d'autres choses. Et puis même chose pour Michel Guérin, parce qu'il a cru en moi quand je faisais 88 kilos et puis personne ne voulait croire en moi. Donc lui aussi, je ne pourrais jamais le remercier assez.
mais tous les gens qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent tous les jours sur mon projet, ma famille, mes amis, mes partenaires d'entraînement, je ne pourrai jamais assez les remercier et je leur promets une seule chose. Je leur promets pas la lune, mais je vais tout faire, Yannick. Vraiment, je te regarde dans les yeux, je vais tout faire pour être à Tokyo, à Paris. Si tu as juste un dernier mot à nous dire, c'est quoi? Tout simplement, allumez vos télés, parce que l'année prochaine, je serai à Tokyo, et dans 4 ans, je serai à Paris, et on sera tous au Stade de France. Et vous inquiétez pas, cette fois-ci, c'est pas que des promesses, cette fois-ci, on y sera. Super, super, mon gars. Merci à toi, Yannick.